vainqueur du comte des Flandres, 120 en Wallonie, 120 en Wallonie. Pouvez chanter des fables, ces fables de 120, la la la, 120 la 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 la, ces fables de 120. Et bien je veux défendre ce temple de Saint-Jésus, la la la, 100 la 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 la, ce temple de Saint-Jésus. Et bien je veux défendre ce temple de Saint-Jésus, la la la, 120 la la la, ce temple de Saint-Jésus. Dieu, je veux défendre ce temple de Saint-Jésus, la la la, 120 la la la, ce temple de Saint-Jésus. Dieu, je veux défendre ce temple de Saint-Jésus, la la la, 120 la la la, ce temple de Saint-Jésus. Donc bienvenue dans la 32e édition des Tontons Flingueurs. Alors après une longue traversée du désert, c'est vrai. Pour des raisons techniques, on en est revenu à des choses plus simples, au bon vieux MP3, au micro, au téléphone avec Nico qui est en duplex depuis London, depuis la City. Ça va Nico ? Ouais, ça va très bien. Salut Olivier. Et Damien bien sûr qui est là. Bonjour à tous. Notre prof d'histoire préféré, qui aujourd'hui, donc ça va être le thème de notre mini débat, enfin pas un débat puisqu'on est tous d'accord, mais voilà, le thème aujourd'hui c'est Cologne, et donc Damien va nous faire un petit résumé des faits qui ont eu lieu dans la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne. Alors nous en France on est habitués au Saint-Sylvestre mouvementé et folklorique, mais visiblement les Allemands ils n'étaient pas prévenus. Ah, c'est douceur multiculturelle. Voilà, donc rapidement, je montre patte blanche. Mes sources sont un article de Libération de Nathalie Versieux, envoyé spécial à Cologne le 10 janvier, et complété par le rapport du ministre des Affaires intérieures du Land de Rhénanie. C'est là où se trouve Cologne. Donc je montre patte blanche. Alors, quand c'est le réveillon du Nouvel An, ça s'est passé entre minuit et 4 heures du matin. Où c'était sur le parvis de la cathédrale de Cologne, aux abords de la gare, c'est à peu près 500 femmes ont porté plainte pour agression sexuelle. On sait aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur que c'est 1200 au niveau de l'Allemagne. Et de quoi ? De vol, d'attouchement, de viol. Par rapport à qui ? Alors le rapport du ministre de l'Intérieur de Rhénanie évoque à peu près entre 1000 et 2000, donc ils en ont franchement aucune idée, hommes d'apparence arabe ou maghrébine. Alors c'est dans le rapport, qui se promenaient par groupe de 20 ou de 40 et couraient après les femmes, leur déchirer les vêtements et se retrouver dans des situations d'attouchement qui allaient jusqu'au viol pour certaines. On a l'envoyé spécial de Libération qui fait ses interviews. Elle trouve Clara qui lui raconte « Personne n'a jamais vu une chose pareille, les hommes se jetaient sur les femmes comme si nous avions été du bétail. J'ai dû marcher 200 mètres le long du quai à la descente du train. Je crois qu'on m'a tripoté une centaine de fois les fesses et les seins. » Voilà, et elle enchaîne des témoignages, certains anonymes, d'autres assumés. Au final, on sent bien que on a ici un aspect qui est rarement mentionné dans ces cas d'agression sexuelle. Déjà, c'est deux groupes. Et deuxièmement, on mentionne l'origine ethnique. Et c'est tout le débat, puisqu'en Allemagne, ils ont saisi le débat à deux mains. Je vous cite juste, par exemple, Heinz Butchkowski, qui est un maire dans la région de Berlin, un quartier multiculturel, et il dit
pour beaucoup d'entre eux, une femme sortant le soir n'est rien d'autre qu'une prostituée. Il faudra plus que des cours d'intégration pour changer cette image des femmes. Et là, je me dis, choc des cultures, vous avez dit choc des cultures. Et c'est là où on pourrait commencer à se poser la question, à savoir, est-ce qu'on peut faire un lien ou pas? Et je ne sais pas si vous connaissez Catherine de Haas, qui porte bien son nom, H-A-A-S, qui est une féministe en France, qui a tweeté, le tweet, la nouvelle forme de communication. Ceux qui me disent que les agressions de Cologne sont dues à l'arrivée des migrants, allez déverser votre merde raciste ailleurs, dans un tweet du 12 janvier. Et là, on peut ouvrir le débat. Alors les gars, raciste ou quoi? Alors Nico, qu'est-ce que tu en dis, toi? Moi j'en dis que je vais aller déverser ma merde ailleurs. On me demande de faire. Non, mais bon, moi, ça me laisse un peu sans voix. C'est vrai que c'est un peu atterrant. Comment dire, j'étais pas un chaud partisan qu'on laisse arriver les migrants, mais des comportements comme même moi qui étais plutôt contre depuis très longtemps, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des comportements aussi bestiaux. Et voilà, et puis écoutez, moi à mon avis, il y a juste une conclusion simple, très simple, c'est qu'on ne peut pas vivre ensemble, quoi. Donc il y a un moment, mais Nico, comme il y a des paysans, il faut que... Nico, tu veux dire qu'on a péché par naïveté? Ouais, même moi d'ailleurs, tu vois, c'est ça qui me dit. Pourtant, je pensais pas être particulièrement naïf, mais si tu veux, il s'avère qu'ils ont des comportements envers les femmes qui font que d'une façon ou d'une autre, soit ils changent, mais en fait j'y crois pas trop parce que je vois pas pourquoi ils changeraient. Soit s'ils changent pas, il faut mettre une frontière d'une façon ou d'une autre entre l'endroit où ils vivent et l'endroit où nous vivons. Alors je sais pas, il faut les mettre dans des camps, enfin je sais pas ce qu'il faut faire exactement, mais c'est juste que la cohabitation est absolument impossible, tu vois. Alors Nico, il me semble que la maire de Cologne suit ta décision, sauf qu'elle a décidé de ne pas les mettre dans des camps, mais de mettre les Allemands dans des camps pour le prochain festival de Cologne. Ils ont déterminé de mettre en place en fait des espaces réservés aux femmes. Donc en fait, on va plutôt se mettre dans des camps. De manière à pouvoir éviter de... Non, c'est à pleurer, quoi. C'est à pleurer. Maintenant, c'est aux Allemands d'être dans des espaces réservés. Enfin, on marche sur la tête, quoi. Mais par contre, je cherche, excusez-moi de vous couper, je cherche frénétiquement depuis qu'on parle parce que je me suis soudainement rappelé que ça avait un nom dans la religion, ces attaques. Mais j'arrive pas à retrouver. Donc si un de nos auditeurs sait comment s'appelle ce type d'attaque de femmes dans la religion islamique. Alors, c'est là où ça devient après compliqué. Est-ce qu'on doit faire le lien avec l'islam? Parce que la plupart de ces types-là, apparemment, étaient complètement bourrés. Donc on n'est pas vraiment face à des salafistes purs et durs. Oui, c'est là où c'est compliqué. C'est parce que je veux dire, non, je dis pas qu'ils ont agi, sous les ordres d'un quelconque ordre religieux. Mais est-ce que historiquement dans l'islam ancien, est-ce qu'il y a un nom pour ce type d'attaque? Tu veux dire une sorte de viol légitimé par... Voilà, par exemple, en Inde, je lisais un article, mais malheureusement j'ai plus de chiffres et plus de dates puisqu'on va penser que j'invente. Mais une femme a trompé son mari et elle a été défigurée et condamnée à un viol collectif. Voilà, par les autorités du village ou... Oui, quelque chose comme ça. Donc... Alors, il y a, parce que le Coran théorise tout, il y a un statut du vaincu pendant une période transitoire et effectivement les non-musulmans, à moins d'appartenir à la religion ce qu'ils appellent du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, il n'y a aucune retenue à faire. C'est ce qui est arrivé aux Yazidis par exemple, qui sont ni chrétiens ni juifs, ni considérés exactement comme musulmans. Ils se retrouvent dans un entre-deux. Et c'est pour ça, je ne peux pas répondre à ta question déjà par ignorance, je ne connais pas le terme. Et deuxièmement, je me pose la question,
sur l'identité de ces gens, j'ai eu déjà beaucoup de mal à trouver leur nationalité, mais le ministre de l'Intérieur de Rhénanie avait sorti les chiffres, ils en ont arrêté qu'une trentaine, 25 Marocains ou Algériens, 4 Syriens, le reste étant des Afghans et je me rappelle plus, on était toujours au Moyen-Orient. Pour l'instant, on a des personnes d'origine, en tout cas de pays du Moyen-Orient. Le lien avec l'islam, leur pratique religieuse, je peux pas le prouver. Ouais. Mais ce qu'on pourrait dire certainement, c'est que pour avoir un tel comportement, se jeter comme des bêtes sur des femmes par groupe de 20 ou de 40, il est certain que ces gens-là sont pétris d'une culture patriarcale dans laquelle la femme est un objet. De même que je pense à l'Inde ou je pense à la Rome antique, où quand une femme sortait dans la rue sans être accompagnée de son frère, de son père, de son cousin, c'était une pute. Donc, alors justement, et Nico, tu me diras ce que tu en penses, parce qu'on a ce monsieur qui propose de faire le maire de ce quartier multiculturel de Berlin, qui proposait de faire des cours en gros sur l'égalité homme-femme aux migrants. Mais Caroline de Haas te dirait que c'est de la merde raciste parce que la violence sexuelle n'a pas été importée, elle existe en Europe et il faudrait faire ces cours à tous les hommes en Europe. Alors, est-ce qu'on peut faire des cours spécifiques aux migrants, supposant qu'il s'agit de violeurs en puissance, ou on doit les faire à tous les hommes? C'est une bonne question, ouais. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que les migrants qui sont des violeurs, il y a des violeurs en Europe, il y a eu des violeurs en Europe avant les migrants, ça, on peut admettre ce point, mais sous cette forme, c'est probablement plus culturel, parce qu'au moins, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que les violeurs en Europe, qui datent d'avant les migrants, essayaient au moins de se cacher pour violer leurs victimes. Alors que là c'est en groupe, en plein centre-ville, donc il y a quelque chose de culturel dans ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont une culture où ce qu'ils viennent de faire, visiblement, c'est admis ou c'est accepté. Et moi, à mon avis d'ailleurs, ce qui serait intéressant de rechercher, c'est plutôt que de dire que c'est quelque chose de spécifiquement islamique, puisque Olivier disait que dans la Rome antique ça se faisait. J'ai l'impression qu'en Inde, où il y a aussi des viols collectifs assez régulièrement. Oui, mais c'est même une punition. Si tu as trompé ton mari, tu vois, boum. Est-ce que finalement le respect de la femme, ça n'a pas quelque chose à voir avec le christianisme, c'est ce que j'allais dire, ou la civilisation occidentale? Est-ce que finalement c'est pas nous qui sommes une exception à la règle? Ouais, c'est une belle. Non, je suis assez d'accord. Je pense que justement, il faudrait comprendre, puisque des années de combat féministe, des fois à juste titre, puisque dans les années 60, une femme ne pouvait pas ouvrir un compte en banque sans autorisation de son mari. Mais aujourd'hui, les féministes, en fait, qui sont, disons-le, souvent d'orientation gauchiste, se retrouvent en fait face à un dilemme, c'est-à-dire que l'ennemi a toujours été l'homme blanc hétérosexuel, oppresseur, et en fait quand on regarde en dehors de l'Europe, on s'aperçoit que l'occidental, qui se perçoit encore comme oppressé, comme le dirait la féministe, a un statut privilégié dans le monde. Parce qu'elle a atteint une forme de liberté sexuelle, on ne lui demande pas nécessairement des comptes à l'âge adulte, et c'est intéressant dans la psyché de ces féministes, qui justement leur logiciel intellectuel bug, parce que mai 68, cette idée de libération de la femme est en train de se faire tuer par touche pas à mon pote, qui consiste à donner des sortes d'excuses culturelles à des migrants, et ils sont totalement en train de bugger, intellectuellement démunis. Exactement. Face à cette contradiction évidente. On a le même bug qu'avec Dieudonné, tu te souviens quand l'antisémitisme prenait le visage des banlieues ou le visage de l'immigré. Mais Nico, juste pour étayer ce que tu dis, moi j'enseigne à mes élèves que il ne faut pas être victime d'un mirage de l'Antiquité, où dans l'Antiquité on était libre sexuellement, tout allait bien, et je leur dis si la femme a ce rôle dans la société qu'elle a aujourd'hui, c'est grâce au christianisme, puisque les femmes et les esclaves ont été les premiers. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des cathos de gauche, mais les femmes et les esclaves ont été les premiers à pouvoir avoir accès à la liberté que l'élitisme et l'inégalitarisme
sectarisme profond et intrinsèque de la société romaine ne leur permettait pas d'avoir. Donc je suis bien d'accord, et ce que je dis par exemple à quelqu'un comme Michel Onfray quand il dit que en gros le christianisme tue l'amour, c'est que c'est justement grâce au christianisme qu'on peut faire l'amour de manière libre aujourd'hui. Si on n'avait pas eu chrétien de Troyes au XIIe siècle, quelle serait la place de la femme? Donc il y a des mecs au XIIe siècle qui écrivent que la femme est la souveraine et que l'homme est sa chose. Bon ben c'est le système de l'amour courtois. Bon alors c'est sûr que nous, culturellement, on a une longue histoire derrière nous, et religieuse, qui nous pousse dans ce sens. Nico, comment tu te situes par rapport justement parce que tu as vu ces déclarations de féministes qui buguent un peu face à cet événement où le migrant qui est censé être le faible se trouve l'agresseur? Ouais. Est-ce que... Ouais, moi ça m'amuse beaucoup. Enfin, on voit bien que dans le mouvement féministe, il est séparé en deux. Enfin, il y a ceux qui sont vraiment féministes et qui sont vent debout contre ce qui s'est passé. Et à mon avis, c'est un test pour les féministes, parce que celles qui sont vraiment féministes, normalement, elles devraient être sans dessus dessous. Ouais. Et puis il y a ceux qui sont complètement bloqués parce que en fait, derrière le féminisme, il y avait un autre projet politique très nihiliste, qui était celui de la destruction finalement de sa civilisation. Et eux bug, ouais. Et donc c'est assez. Mais je crois qu'il y a vraiment les deux tendances. Hein. Enfin, oui. J'ai vu des féministes dire que. Elisabeth Badinter, par exemple. Elisabeth Badinter qui faisait un appel à la réalité. Elisabeth Badinter, ce serait le bon exemple, ouais. Mais je voudrais revenir un instant sur la question des migrants et sur, de manière plus générale, le pour ou le contre. On avait fait un tonton flingueur, malheureusement, j'ai pas fini de le monter, un tonton flingueur vidéo, donc il va falloir un jour qu'il sorte. Mais je pense que on a vraiment un énorme problème, c'est que quand bien même on réussirait à accueillir tous ces gens, ou du moins une bonne partie, leurs enfants qui seront un jour ou l'autre victimes d'inégalités dans la société parce que leurs parents n'y appartenaient pas, se retourneront nécessairement contre nous. Donc on est en train de créer à une échelle massive, à coût de millions, ce que nous en France on a préparé, on a mijoté après la guerre d'Algérie. Donc autrement dit, le front de guerre, ça ne sera pas Daesh et puis la Syrie, mais ça sera à l'intérieur, comme on l'a en France. Vous voyez ce que je veux dire? Donc par exemple, 6 milliards d'euros dépensés par les Länder et l'État allemand pour accueillir tous ces gens, mais pourquoi? C'est-à-dire que est-ce que pour finalement un jour qu'il veuille bien nous faire sauter la gueule en se disant vous êtes des salauds, vous êtes des racistes, vous êtes des capitalistes, vous êtes des consommateurs. C'est là où après ça peut devenir compliqué. Est-ce qu'on traite les migrants comme un ensemble uniforme, ou est-ce que dans ce sac de personnes on peut faire des distinctions? Il y avait ce rapport intéressant de la police de Düsseldorf dans lequel ils s'étaient intéressés à la criminalité dans leur ville. Le rapport date de 2014 et s'appelle le rapport du commissariat 41. Ils avaient regardé l'origine en fait des crimes commis par les migrants. Ils sont aperçus que, c'est la conclusion du rapport, je vous invite à le vérifier, 40% des jeunes marocains et algériens deviennent criminels au cours des 12 premiers mois de leur séjour en Allemagne. Seulement 0,5% des Syriens. Ouais. Et en fait, je me pose la question, c'est vrai que les Syriens, les Algériens ne viennent pas du même système éducatif. On le retrouve souvent dans les tests. Les Syriens sont généralement avec un niveau d'éducation un peu plus élevé, et ce ne sont pas forcément que des migrants économiques, ça peut être aussi des migrants politiques qui fuient Daesh, donc notre ennemi. Et c'est pour ça que ça devient compliqué de faire des Syriens qui vivent en Europe une menace, sachant que pour eux, en fait, la menace c'est Daesh. Et c'est vrai que j'ai pas de réponse à apporter à ça, puisqu'ils fuient notre ennemi. À moins d'être dans une logique de complot et de penser que c'est Daesh qui les envoie chez nous. Oui, bien sûr. Nico ? Non, mais je pense qu'il faudrait faire en sorte qu'il n'ait pas besoin de fuir. Non, mais est-ce que fondamentalement, à long terme, c'est sain que sur un même territoire, il y ait des gens qui viennent de partout? Je pense que si à l'arrivée, historiquement, il y
des peuples relativement homogènes qui vivent sur les territoires, il y a une raison, quoi. C'est que dans les temps anciens, les gens se sont égorgés et que, C'est vrai. que finalement, les gens se sont recroquevillés. Et je veux dire, si on veut essayer de jouer aux apprentis sorciers en disant que maintenant c'est la modernité, etc., non, c'est probablement en partie vrai qu'on peut un peu plus mélanger qu'avant. Mais il faudrait faire les choses avec une certaine mesure et ne pas oublier qu'à long terme c'est extrêmement dangereux, quoi. Et on le voit aujourd'hui avec les attentats terroristes où les types sont comme dans un poisson dans l'eau. Nico, là-dessus, je ne sais pas si tu as vu, mais la Suède évoquait le chiffre de 60% des réfugiés seraient expulsables, c'est-à-dire qu'ils ne rempliraient pas les critères pour avoir l'asile politique. Si je compte avec en Allemagne, ça supposerait de renvoyer 600 000 personnes. Ouais. On peut, hein, mais effectivement, c'est relativement mais si en théorie, tout le monde est expulsable, tu vois. Non, exactement. Oui. L'Allemagne, il suffit qu'ils décident et ils peuvent expulser tout le monde. Mais simplement, est-ce qu'il y a une volonté politique pour le faire? Et s'ils ne le font pas, quelles en seront les conséquences? C'est ça qu'il faut se demander. Alors, juste avant qu'on fasse une petite pause vidéo, je voudrais... Ah mais tiens, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah. Ça va revenir? Non, ça va revenir. C'était... ouais, non, mais cette citation de Claude Askolovitch, la réalité correspond exactement, en parlant de Cologne, au discours de l'extrême droite. Donc Claude Askolovitch, qui est sur LCI, non, sur iTélé, et qui n'est pas soupçonné de dérive droitière, qui dit cette chose. Est-ce que quelque part nos hommes politiques n'ont pas su écouter les avertissements que brandissaient les droites extrêmes de France et de Navarre ou d'Allemagne, et ont été aveuglés par une réalité qui arrivait de plein fouet. Donc on revient à l'idée de naïveté, et c'est là où c'est clairement de la naïveté de penser que nos valeurs occidentales soient universelles, puisque, comme l'a dit Nico, mélanger des gens qui ont des visions du monde ou de la femme totalement différentes à une telle échelle que l'intégration n'est pas possible, puisque comment vous voulez intégrer 1 million de personnes en même temps, leur expliquer que leur vision du monde n'est pas la bonne? Je veux dire, c'est quasiment, à la limite, si vous voulez que l'intégration réussisse, donnez-lui une chance, mais ne mettez pas 1 million de personnes en même temps dans un pays. C'est de la folie. Et comme tu le dis très bien, ce monsieur, si l'extrême droite, le discours de l'extrême droite, c'est de dire qu'il n'est pas raisonnable de faire venir massivement des millions de gens qui se retrouveront frustrés évidemment au moment ou l'autre, au moment d'être, quand on va dire à 600 000 personnes qu'il faut rentrer chez eux, c'est de la folie. Exactement. Et on s'est mis dans cette situation. Donc maintenant, on va regarder une vidéo assez choquante, donc âme sensible s'abstenir, et puis ensuite les tontons flingueurs rebondiront là-dessus. À tout de suite. Nous voyons monter les escaliers, pardon madame, voilà, il essaye de piquer, une femme passe, elle le pousse, une première claque, coup de poing, coup de pied, autre claque, la dame est un peu interloquée, elle récupère ses enfants parce qu'il revient, et hop, un petit crachat dans la figure, et c'est parti. Je rappelle la source qu'elle tirait de Tunis Tribune, hein, qui est un magazine d'information tunisien. Tu l'as croisé avec un autre magazine, 7/7, si je me rappelle bien, donc ouais. On est blindé. Donc voilà, et Tunis Tribune rapporte, hein, ce Tunisien de 21 ans a agressé violemment une mère de famille devant ses 2 enfants et lui a craché dessus dans une station de métro à Stockholm le 5 janvier dernier. Alors vos réactions, Nico Ah, Nico, bah, ça a coupé, alors Damien... On a perdu Nico. On a perdu Nico, mais nous on est toujours là. Plaisir du direct. Ben, ouais, t'as envie de rentrer dans l'écran. Qu'est-ce qu'on lui fait à celui-là? T'as envie de rentrer dans l'écran, ouais. Honnêtement, quand tu regardes ça, j'ai plus envie d'y appliquer la charia que les droits de l'homme. Ouais. Franchement. Ne serait-ce que pour le vol, c'est... Le type, en fait, c'est une sorte de renversement moral, quoi. La mère de famille est exemplaire là-dedans, avec ses 2 gamins. En plus, après, elle protège ses gamins. Et tu as juste une sorte d'ordure humaine, hein, une ordure à face humaine, hein, ouais. qui en plus, vient pourrir
pourrir en fait déjà nos problèmes sociaux avec sa sale gueule et sa délinquance. Mais en plus de ça, le type on le sait par Tunis Tribune, le type fait une demande d'asile. Donc je ne sais pas si vous réalisez, mais clairement le type utilise nos faiblesses en fait pour nous cracher dessus. Et quand je dis cracher dessus, je veux dire au sens propre, nous cracher à la gueule. Et moi cette femme, alors qu'est-ce que tu en penses? Parce que elle ne peut pas m'empêcher de penser que elle est courageuse quand même. C'est une femme courageuse, exactement, et qu'elle représente l'attitude qu'on devrait avoir. Je ne sais pas si tu te souviens d'un tonton flingueur qu'on avait fait sur la question de l'honneur. Finalement, elle incarne bien cet honneur encore debout de l'Europe qui n'a pas peur, parce que finalement, si les Parisiens ne font rien dans le métro lorsqu'ils se font attaquer ou agresser, c'est justement parce qu'ils ont peur. Et c'est là où ça serait intéressant de s'interroger si une femme avec ses 2 enfants a le courage de se mêler d'une situation qui, on aurait tort de dire, ne la regarde pas. C'est vrai que ça interroge chacun de nous. Et là, souvent, nous on vit sur les États-Unis, mais souvent ce qui est appréciable aux États-Unis, c'est le maintien de ce qui existait en France jusqu'aux années 60, c'est ce qu'on appelle l'œil de la rue. C'est-à-dire que l'espace privé et public tendent parfois à se confondre, et vous avez des gens qui, dans l'espace public, ont tendance à intervenir dès qu'ils voient quelque chose qui pourrait envahir leur propre espace privé ou celui de quelqu'un d'autre. Et cet œil de la rue, nous on l'a totalement perdu en France ou en Europe. Et quand je vois cette mère de famille en fait réagir aussi courageusement, se faire cracher dessus et attaquer alors qu'elle a ses enfants, alors qu'elle a exactement fait ce qu'il fallait, elle aurait dû se barrer comme un connard qu'il est, je serais pas trop inquiet si ce monsieur était tout seul, mais quand je vois les chiffres de ce qui débarque sur nos côtes, le délai d'attente pour traiter un dossier de demandeur d'asile et le comportement de ce monsieur, on va me dire pas d'amalgame, mais bon, ce monsieur, je fais un amalgame entre sa situation de migrant et sa condition de connard. Je fais pas un amalgame général, je constate que c'est un connard et je demande juste jusqu'où va aller notre naïveté à être totalement schizophrène et à se dire d'un côté ça me regarde pas ce qui se passe, je laisse rentrer les migrants, Et qu'est-ce qu'on en fait? Parce que ce type a été expulsé de Suède et il est maintenant au Danemark. C'est intéressant parce que on aime les droits de l'homme, mais quand ça arrange les méchants. Ouais. Parce que finalement, au lieu de lui appliquer les droits qu'on appliquerait à tout le monde, c'est-à-dire si on fait ça à une femme dans la rue, en principe, on aura des conséquences judiciaires. Eh bien lui, pour lui, il échappe à toute forme de droit. Donc c'est un apatride à qui tout est permis. Au lieu d'avoir des responsabilités. Alors, pour l'instant, c'est pas un apatride, on peut le renvoyer en Tunisie, il y aurait pas de souci. Je me dis juste que je me sentirais plus à l'aise si je savais qu'il était catapulté à la mer que renvoyé en Tunisie, parce que ce type a un gros problème avec les femmes, il a un gros problème avec le droit de propriété, il a des tas de gros problèmes, et le truc c'est que ce sont ses problèmes. Je vois pas pourquoi on paierait pour financer une psychologue et une batterie en fait de types qui vont étudier son cas. Si ce type était en Tunisie, on n'aurait même pas le problème. Je posais la question. Quand vous allez mettre votre bulletin dans l'urne, il vous faudrait juste avoir conscience et vous poser la question de savoir ce genre de situation qui vous semble être une abstraction aujourd'hui, tant mieux pour vous, mais peut-être un jour vos enfants seront confrontés à ce genre de situation et vous aurez un regret de ne pas avoir traduit en fait votre inquiétude par une action politique, par une action tout court quand vous voyez quelqu'un avoir ce type de comportement, de lui faire une manchette dans la carotide et de le sécher. Ne serait-ce que ça, on devrait apprendre ça à l'école. On devrait faire un truc de base, une autodéfense de groupe. C'est-à-dire que dans ce genre de truc, tout le monde se rassemble autour. Bien sûr. Si vous n'avez pas le courage d'aller physique, au moins vous aurez le courage du groupe et le type il va détaler comme un lapin. Mais c'est ce qui se passe en Israël. Hein. Oui, ce qu'ils font très très bien. Très bien, et c'est ce qui fait qu'ils arrivent à réduire ce genre de... Alors qu'ils sont au milieu, je veux dire, d'un nid. Ouais. Mais non, je trouve cette femme dans la tragédie qui la touche, enfin les enfants,
nous donne une belle leçon de courage, de morale, et en même temps, c'est aussi, il me semble, ce que vivent des milliers de Français qui baissent les yeux. Voilà, qui baissent les yeux, mais des Français qui vivent dans les banlieues et qui sont assujettis à une insécurité perpétuelle, qui ne peuvent rien dire parce qu'il y a des rétorsions qui sont immédiates, et qui sont aussi en même temps victimes des dénonciations de procès politiques moraux en disant ils votent Front National. Alors je ne justifie pas le vote du Front National puisque ça n'est pas mon parti, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on est exposé à une telle injustice, consiste avec ses enfants à se faire boxer par un mec et puis cracher dessus, je me mets à la place des enfants, je ne vais pas grandir en me disant ce genre de mecs, c'est des mecs sympas. Ouais. Et le pire dans tout ça, c'est à savoir, quand on évoquait une situation à vivre quotidiennement dans les banlieues, ou ce qu'a vécu cette femme, on n'est pas en train ici de ce fameux amalgame dont tout le monde parle. Il est évident, il faut en avoir conscience, quand vous détournez le regard et vous êtes en train de dire que non, il faut absolument pas parler de ce genre de choses parce que les gens vont faire l'amalgame, vous refusez de traiter un problème qui pourrit la vie de tas de gens en banlieue, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs, même des musulmans. Peut-être on a ras-le-bol de ce genre de bordel, d'une racaille que vous protégez par idéologie, par peur de l'amalgame. Oui, et je pense, on en vient toujours à la question des passions, que ce soit en philosophie ou en littérature, mais c'est une question de passion. C'est-à-dire que l'être humain a peur et déguise ses peurs, ses craintes et ses angoisses par de la philosophie ou de l'idéologie. Autrement dit, non, ne faisons pas d'amalgame. Mais c'est quoi? C'est que j'ai pas envie de prendre une claque devant mes enfants et de les mettre en danger. Donc tu veux dire qu'ils intellectualisent en fait leur lâcheté. Exactement. C'est ma grande théorie. Incroyable. Ils intellectualisent leur lâcheté, et l'espèce de bobo parisien qui fait semblant de ne pas voir le Rhum qui est en train de voler une vieille dame, et qui d'ailleurs va lire Libération et se donner bonne conscience, ne le fait pas par force mentale, mais il le fait par lâcheté et par, comme tu dis très bien, intellectualisation de sa peur, c'est intellectualisation de ses passions. C'est drôle. C'est une forme de maladie, de pathologie. Ouais, mais c'est une forme suprême de la décadence en fait, d'intellectualiser ce genre de faiblesse pour ne pas y remédier. Et en fait, vous allez mourir de ça. Et je trouve qu'il y a aussi une décadence dans la forme de l'hospitalité, parce que l'hospitalité, à mon sens, est l'une des plus belles choses sur la terre. Le fait d'accueillir quelqu'un qui en a besoin. Quand on revoit l'Odyssée avec Ulysse, donc il y avait tout un système, on se mettait à genoux, on enserrait les genoux de l'autre et on mettait sa main sur son menton, et donc il y avait en tout cas des rites très très précis, quasi religieux. C'est génial. Et on les oublie. Ce type qui brise les lois de l'hospitalité mériterait la prison ou une condamnation extrêmement sévère. Moi je pense encore par exemple dans Les Misérables quand Jean Valjean débarque chez l'évêque, lui vole le chandelier. Quand l'évêque le voit par exemple, il lui dit bon écoute tu peux y aller mais honte à toi. Imaginez-vous que Valjean se retourne, lui crache dessus, lui fasse une béquille en lui disant ah n'est que la France. Je veux dire il y a un moment il ne faut pas confondre l'hospitalité et la naïveté. Ce monsieur, vous allez me dire, ouais, vous faites des amalgames avec des migrants et des délinquants. Ben oui, mais mon gars, quand ils rentrent en France, il y a presque, ou en Europe, il faut un délai des fois de presque 8 mois pour qu'on traite leur demande d'asile. Pendant 8 mois, tu fais rentrer des gens dont tu n'as aucune idée des intentions ou de l'identité et tu les laisses se promener à côté de tes filles ou de tes fils. Tu es soit un grand malade dans ta tête, soit quelqu'un qui a une courte vue politique. Parce que là, il y a quand même un énorme souci d'être pour l'hospitalité intégrale, sans contrôle. C'est une folie. C'est un suicide de civilisation. Ouais. Je vois l'heure passer et puis nous avons ce rendez-vous avec Alain Juppé qui a accepté de répondre à nos questions. Là vraiment, jackpot. C'est une bonne chance pour les tontons flingueurs. Mais ce que je voudrais dire en un sens, c'est le problème encore une fois de l'hospitalité. Et ce qui me fait peur, c'est que quelqu'un, quand bien même quelqu'un a des bonnes intentions, il est accueilli, on dépense des milliards pour aider tous ces gens, etc., etc. On n'a aucune certitude
et on revient toujours à la question de l'identité, que ces enfants ou ces petits-enfants ne se sentent pas rejetés par une civilisation qu'ils ont accueillie. Et donc, ils veulent leur faire des formations d'adaptation. On devrait d'abord leur dire, vous êtes invités et vous devez avoir un comportement comme tel, comme si on était sous la tente dans le désert. Tu ne te comportes pas en conquérant, ou alors, si tu le fais, sache que tu nous trouveras. Et si tu essayes de conquérir notre espace, eh bien tu trouveras nos armes, tu trouveras des hommes debout. Bon, c'est pas notre philosophie en Europe, mais tu dis qu'on n'invente pas une civilisation de guerriers. Ouais. Si je me rappelle bien. Ouais. Tu étais assez pessimiste. Je suis assez pessimiste. Ouais. Mais quand tu vois le courage de cette femme dans le métro. Ouais. Ça doit évidemment nous faire rougir de honte. Bien sûr, exactement. De voir une femme avec ses 2 enfants. J'ai honte moi-même parce que je suis parti de. Une des raisons pour lesquelles je suis parti de France, c'est ça. C'est-à-dire que je savais que je faisais partie de ces gens qui avaient envie de dire quelque chose et qui se faisaient insulter de nazis si je disais quelque chose, ou alors qui prenaient le risque de mettre en danger ma propre famille pour faire le bien. Alors. Eh bien, il ne manquait plus qu'à faire comme les migrants, à immigrer. Finalement. Voilà. Combien de viols à ton actif aux États-Unis? Malheureusement 0, puisque je suis un bon migrant. Ah ben oui, alors. Je paye mes impôts. Mais tu es venu aussi. Et ça fait 10 ans que je suis immigrant et je suis toujours pas américain et j'attends impatiemment de l'être. Mais c'est pas pour ça que je vais cracher sur les Américains en disant quelle injustice. Moi, je finirai juste en disant une chose, c'est que on n'est pas en train de nier l'utilité de l'asile ou la pertinence d'une migration. Il s'agit simplement de comprendre qu'il y a une différence entre accepter tout le monde et avoir un peu de pragmatisme et se dire que si ces gens cherchent un droit d'asile, ils vont le trouver en Turquie. Le fait qu'ils passent à moins qu'ils soient kurdes évidemment, mais le fait qu'ils passent de la Turquie vers l'Union européenne, c'est une migration économique. Et quelle est notre retenue morale à se dire est-ce qu'on doit les accepter ou pas? Ils se posent même pas la question, ils traversent nos frontières. Le droit d'asile est effectif, ils sont en sécurité en Turquie. À la base, c'est l'institution qui accorde l'asile et non pas le droit ne vient pas du demandeur. Le droit vient de l'institution qui l'offre. Donc arrêtons d'être des sortes de naïfs immatures à courte vue et essayons de regarder les choses en face, comme l'a fait cette femme, quitte à prendre des claques. Exactement, c'est magnifique. Et encore une fois, nous suivons les étapes dramatiques au sens littéraire du terme, de drama, l'action. Nous suivons les étapes dramatiques et narratives d'une invasion annoncée. C'est triste, mais c'est comme ça. Peut-être en devoir de vacances, on pourrait recommander à nos auditeurs de regarder le film Fight Club s'ils ne l'ont pas déjà fait. Exactement. Ça, vous verrez que des fois, prendre des claques, c'est vrai que c'est jamais agréable, mais vous n'avez jamais l'impression d'être aussi vivant que quand vous faites face à une souffrance, à une douleur, quitte qu'elle soit subie ou infligée, ça vous fera du bien. Et alors, évidemment, on ne vous encourage pas à taper sur vos gamins pour tester le principe, mais quand vous avez ce genre de connard qui déambule dans un métro, je pense que c'est le moment d'appliquer les principes de Fight Club. Oui, tout à fait. Très, très belle conclusion. Alors maintenant, eh bien, nous allons appeler Alain Juppé qui nous fait l'honneur, en vue de la campagne présidentielle, de nous accorder un entretien qui sera mené par Damien. Alors, Monsieur Juppé, bonjour. Bonjour à vous. Merci de votre invitation. Mais merci à vous. On apprécie beaucoup justement que vous preniez le temps de discuter avec nous du fait de l'accélération de l'actualité en France. Et d'autant plus que cela a toujours été l'une de mes priorités de lancer des jeunes dynamiques. J'apprécie ce que vous faites. Et même si nous n'avons pas toujours été sur la même ligne politique, Frédéric Lefebvre nous permet ici de trouver un terrain où nous nous rencontrons.
C'est vrai, puisque Frédéric Lefebvre avait été l'un de nos invités. Mais à la différence près que vous êtes capable de rassembler, selon un certain sondage, un dernier sondage dans Le Parisien, jusqu'à 56% des Français dès le deuxième tour. Donc, Frédéric Lefebvre ne peut pas rêver de tels scores. Alain Juppé, comment ça fait d'être justement en position de favori pour cette élection présidentielle ? Écoutez, je ne peux pas avoir de fausses pudeurs. Cela fait plaisir. Quand à mon âge, on se retrouve ici en porte-parole de la France avec une action politique rendue possible, eh bien, effectivement, cela rassure les électeurs. De plus en plus de gens m'arrêtent dans la rue pour me dire Monsieur Juppé, nous croyons dans ce que vous faites. Et effectivement, alors, justement, vous parlez de votre âge, Monsieur Juppé. Je suis désolé de passer par là, mais c'est la première chose qu'on remarque quand on vous regarde à la télévision. C'est votre âge. Hein. Vous semblez plus âgé que la plupart des candidats. Vous êtes vous-même, puisque je rappelle à nos auditeurs que vous allez avoir 71 ans en 2017 et 76 ans en 2022. Vous êtes vous-même comparé à Bernie Sanders, que vous appelez l'idole des jeunes démocrates. Est-ce que vous-même vous voyez comme l'idole des jeunes Français ? Alors je ne suis pas le premier homme politique à incarner le pouvoir à 71 ans. Je ne vais pas donner d'exemple. Mais je me considère effectivement comme l'idole de la jeunesse. Et est-ce qu'on peut faire justement un peu du neuf avec du vieux, si je peux me permettre ? Effectivement, oui. Vous avez le mot facile. Effectivement, c'est un petit peu l'idée de Nouveau. Hein. Vous savez, la culture classique a toujours été une de mes attaches. Ah, c'est vrai. Je rappelle que j'ai fait Hippocane et Cannes à Louis le Grand, et qu'après avoir réussi le concours de l'école normale supérieure, je me suis poussé dans l'ENA. Donc ce sont des choses qui laissent des traces. Ah. Et c'est vrai que le Novus peut très bien prendre le visage de l'Antiquus, de l'ancien, et effectivement toute cette tradition que j'incarne. D'ailleurs, c'est ce que je fais tous les jours depuis 10 ans en tant que maire de Bordeaux. Hein. Je rappelle un des illustres prédécesseurs de la mairie de Bordeaux, c'est Michel de Montaigne. Donc c'est dans cette filiation, dans cette filiation philosophique. Effectivement, pour le dire dans vos termes, je les accepte. Eh bien, je fais du neuf avec de l'ancien. D'accord, c'est intéressant. Alors, justement, vous parlez de philosophie politique. Un des derniers sondages, justement, paru dans Le Parisien, évoquait l'obligation pour tout élu concerné par une condamnation en justice de démissionner de la fonction publique. 84% des Français seraient en faveur, justement, d'une peine d'inéligibilité à vie pour les gens condamnés. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution des Français ? Alors, tout d'abord, je ne sais pas d'où vous sortez vos chiffres. Le Parisien. Sondage du 2 janvier. Le Parisien. Il faut se méfier des sondages quand ils ne vont pas dans votre sens. Et effectivement, c'est une préoccupation des Français qui me semble saine. Mais vous-même, Alain Juppé, avez été condamné en justice. Effectivement, mais nous pouvons revenir, si vous le souhaitez, sur cet épisode. Mais je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de m'exprimer sur cette question. Mais, vous refusiez les questions des journalistes, Monsieur Juppé, puisque vous avez été condamné en 2004, justement, pour les emplois fictifs à la mairie de Paris, à l'époque de Jacques Chirac. Vous avez transféré 30 millions de francs, de la mairie de Paris vers des comptes, finalement, de personnes qui travaillaient au RPR. Ça me semble profondément malhonnête. Alors, si vous voulez, nous pouvons reprendre les détails de l'affaire, mais dans la justice, nous sommes toujours
d'un côté ou de l'autre, et il faut bien dire que vous êtes en train de faire un procès à charge. Mais le procès, vous l'avez perdu, Monsieur Juppé. Vous avez été condamné. Vous l'avez perdu, le procès. Je n'ai pas exactement été condamné. J'ai été contraint. Si vous le prenez comme ça, nous pouvons rentrer dans le détail des documents. J'ai été obligé d'aller au Canada prendre l'air, ce qui est tout à fait différent. Une condamnation se serait suivie d'une peine de prison et on m'a envoyé au Canada. Mais de la même façon, Monsieur Juppé, en termes de philosophie politique, je dois admettre que Monsieur Chirac ayant été condamné... Je vous arrête tout de suite. Je ne suis pas en contradiction avec moi-même. La contradiction, c'est le fait d'être incohérent. Et la cohérence a toujours été l'un des soucis. Donc, cette condamnation injuste n'invalide pas la justice. Donc, et autrement dit, si la justice, la vraie, celle qui par exemple aurait dû contraindre Socrate à s'évader d'Athènes, eh bien la vraie justice ne m'aurait pas condamné, vous savez très bien, et que Jacques Chirac aurait dû l'être. Alors Jacques Chirac l'a été en 2011, mais justement... En 2011, il a été condamné à deux années de prison avec sursis, et on voit bien qui était le véritable responsable. Je n'étais pas responsable dans cette affaire, donc ne venez pas me faire de faux procès. Alors, Monsieur Juppé, justement, il ne s'agit pas de faux procès, mais n'avez-vous pas des regrets, puisque au contraire, c'est par fidélité à Monsieur Chirac que de 2004 à 2011, vous l'avez protégé par fidélité. Et ça serait ma question, justement, en termes que les Français apprennent à mieux vous connaître, même si vous êtes dans la vie politique depuis longtemps. Est-ce que la fidélité est vraiment une valeur dans la vie politique, ou il faut lui préférer l'intégrité ? C'est une bonne question. Écoutez, je ne savais pas que cet entretien prendrait cette tournure d'un procès quasi soviétique. Oh, non, Monsieur Juppé, non, c'est pas l'intention. Je fais passer la fidélité au-delà de tout. Et l'admiration que j'avais pour M. Chirac n'avait pas de limite. Hein. C'est comme ça que j'ai pu sacrifier une partie de ma carrière qui s'annonçait très brillante. Quand vous êtes normalien, énarque, et que vous étiez le premier de votre classe à Louis le Grand, je rappelle que... Oui, vous l'avez déjà dit, monsieur. Vous l'aviez déjà dit, Monsieur Juppé. Je le répète quand même, j'ai fait Hippocagne et Cagne au lycée Louis le Grand. Ce sont pas des détails. Donc, si vous voulez, la fidélité est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Je l'ai démontré par mes propos, je l'ai démontré par mes actes. Mais Monsieur Juppé, je suis désolé. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Les sondages me portent en tête, c'est pour une raison, c'est que les Français ont vu que la condamnation injuste pouvait aussi prendre une tournure et une issue humaine en me permettant d'incarner le visage de la droite, une droite saine et qui est capable de retomber sur ses pieds après les nombreuses péripéties qu'elle a essuyées ces dernières années. Très bien. Peut-être on pourrait juste rappeler la fidélité, bien sûr, est à valoriser, mais elle a un prix, et ce prix, c'est les Français qui l'ont payé, 6 millions d'euros, 30 millions de francs, puis c'était de l'argent public. Monsieur Juppé, vous auriez peut-être un dernier mot avant qu'on se quitte ? Non, simplement, j'aimerais bien venir à Boston. Je sais que vous m'appelez de là-bas. Oui. Frédéric m'avait parlé de vos émissions Bon Enfant. Un podcast, c'est comme ça que les jeunes appellent ça, un podcast. Podcast. Oui. Oui. Voilà, podcast, et je serais ravi de pouvoir venir m'exprimer devant les Français expatriés, par exemple à Harvard ou à la Kennedy School, où j'aurai une place bien méritée, ou autre part, si l'emploi du temps de la Kennedy School est totalement complet, je veux bien, par ailleurs, faire une petite intervention au MIT, où là aussi
je pense que j'aurai des choses à apprendre aux Français qui vivent là-bas. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir... des gens, je suis à leur disposition. Les Républicains aussi mettront tous les moyens à leur disposition pour rendre cette rencontre possible. Merci beaucoup Alain Juppé. Merci à vous. Merci. T'as été super bon. Tu verras, la voix, c'est exactement ça. Je l'ai pas éteint. La voix, c'est...